Il est maintenant 14 heures. Nous allons commencer notre webinaire. Je me présente, je suis Emeline Maillet, chargée de projet à la Coréa de Nouvelle-Aquitaine. Et je suis donc ravie de pouvoir animer ce webinaire. Et tout d'abord, je tenais à vous remercier d'avoir répondu présent pour ce rendez-vous de la Coréade, qui est sur le thème du trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale et le projet COCO. Je remercie aussi grandement notre intervenante, le docteur Ambarek, qui est pédiatre de maternité et au CAMS du centre hospitalier Côte Basque, euh, centre hospitalier Côte Basque et référente Pyrénées-Atlantiques du projet Cocon. Donc nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation pour nous partager votre expertise à l'occasion de ce webinaire. Alors, peut-être avant de donner la parole au docteur Ambarek, quelques règles de fonctionnement de ce webinaire. Donc, nous sommes ensemble jusqu'à 16 heures et donc ce webinaire s'organisera en 3 temps. Nous débuterons donc cette première partie par la présentation du docteur Ambarek pendant environ 1 heure. Puis nous vous proposerons une petite pause de 10 minutes durant laquelle nous vous inviterons à répondre à un questionnaire pour nous aider à améliorer nos webinaires. Et enfin, nous terminerons par un temps de questions-réponses. Alors, pour rappel, nous sommes sous un format webinaire, c'est-à-dire que vos micros sont coupés et que vous ne pourrez pas intervenir oralement. Par contre, on vous invite à vous exprimer via le chat. C'est l'icône, c'est la petite bulle en bas de votre écran normalement. Et donc, ce chat va vous permettre de poser vos questions au fur et à mesure du webinaire. Et donc, mes collègues et moi-même, nous ferons une synthèse de vos questions pendant la pause et je les poserai donc au docteur Ambarek lors de la dernière partie de cette intervention. Alors, plusieurs d'entre vous ont d'ores et déjà fait part de questions lors de votre inscription. Nous en remercions. Et donc, certaines obtiendront certainement leurs réponses dans les propos du docteur Ambarek. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à les reposer via le chat. Aussi, pour votre information, ce rendez-vous est enregistré et donc la vidéo sera disponible en replay sur notre site internet. Et enfin, pour terminer, quelques informations. Si vous souhaitez être informé de l'ensemble de nos formations, de nos actualités, vous pouvez vous inscrire gratuitement à notre newsletter qui, normalement, le lien est dans le chat. Et l'actualité du moment, c'est que nous organisons un colloque Addiction et périnatalité qui se tiendra le 3 octobre prochain à Limoges et les inscriptions sont toujours ouvertes. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et là aussi, le lien doit apparaître dans le chat. Et enfin, si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez également adhérer à la Coréade à titre individuel. La cotisation annuelle est de 10 euros. Donc maintenant, je vais laisser la parole au docteur Ambarek. Je vous souhaite une agréable séance et je vous dis à tout à l'heure. Eh bien, bonjour à tous. J'ai vu quelques noms dans la liste des participants que je connais un petit peu, d'autres pas du tout. Je suis un petit peu impressionnée de parler à tout le monde aujourd'hui, donc je vais peut-être être un petit peu bafouillante au début, mais ça devrait s'arranger au fur et à mesure. Donc effectivement, je suis pédiatre de maternité, je travaille à l'hôpital de Bayonne. J'interviens également au CAMS où nous suivons les nouveau-nés vulnérables. Voilà, et depuis cette année, j'ai un temps de 40% sur le réseau Périnate Nouvelle-Aquitaine pour le projet RSEV Cocon. Donc, je suis correspondante pour Pays Basque et Béarn. Voilà. Donc, on va démarrer tout de suite. Alors, cette présentation, elle est en 2 parties. Je vais commencer par faire des rappels concernant les TSAF. Voilà, mais ce ne seront que des rappels. Et ensuite, la plus grosse partie aura trait au réseau de suivi Cocon et à la manière dont les enfants suspects de TSAF ou repérés en tant que tels peuvent bénéficier de ce suivi. Donc, je vous partage l'écran.
Emeline, est-ce que vous pouvez me confirmer que le partage est bon? C'est tout bon. Très bien. Donc, le réseau Cocon, c'est effectivement le suivi des nouveau-nés vulnérables de Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Alors, donc les rappels concernant les TSAF. Vous savez que l'exposition prénatale à l'alcool et les syndromes d'alcoolisation fœtaux, quel que soit le terme qu'on utilise, sont les premières causes de retard mental non génétique. Ils touchent 1% des enfants chaque année, les TSAF, donc l'ensemble des troubles liés à l'alcoolisation fœtale touchent 1% des enfants chaque année et 1 pour 1000 va présenter un SAF complet. Alors, quelques notions d'épidémiologie que j'ai tirées de l'enquête nationale périnatale 2021, qui est la plus récente, et du baromètre santé 2017. Alors, les chiffres ont une certaine disparité, probablement parce que les questions ne sont pas posées du tout de la même façon dans chaque enquête. L'enquête nationale périnatale pose la question sur la grossesse actuelle. J'ai mis la comparaison 2016 et 2021. En gros, en 2021, 3% des femmes enceintes disent consommer de l'alcool, dont 0,2% plus d'une fois par semaine, 0,3, 2 à 4 fois par mois, et la majorité, en fait, moins d'une fois par mois. Ce sont quand même des consommations occasionnelles. Le baromètre santé 2017 ne donne pas les mêmes chiffres, mais encore une fois, les questions ne sont pas posées de la même façon. Pour le baromètre santé 2017, il s'agit de la grossesse précédente. Et la réponse sur 1600 femmes est une consommation occasionnelle autour de 11%, 0,5% plus d'une fois par mois, 0,5% plus d'une fois par semaine. On retrouve à peu près les chiffres concernant les consommations habituelles. Les consommations occasionnelles sont plus fréquentes et ça recoupe ce qu'on trouve en population générale, puisqu'on a un usage quotidien qui est à 10% des consommateurs hommes et femmes. Alors, quelle est la connaissance du problème à la fois chez les professionnels, mais surtout chez les patients? Alors, d'après le baromètre santé de 2017, 65% ont eu une information, 65% des femmes enceintes ont eu une information pendant leur grossesse sur l'impact de l'alcool par rapport à la grossesse. Alors, on peut se dire c'est pas mal, 65%, ça fait quand même plus d'un tiers qui n'ont pas eu d'information sur l'impact. Dans l'enquête périnatale, 74% des femmes, donc c'est un peu mieux, ont été interrogées sur leur consommation. Par contre, car quand on fait des progrès sur l'intérêt et la consommation féminine et l'alcool et la grossesse reste un grand tabou. On a quand même fait des progrès si 74% des femmes sont interrogées. Bon, il y a des progrès à faire sur les conseils. 43%, c'est quand même pas suffisant. L'organisation Safran avait demandé une enquête en 2022 sur les dispositifs de prévention, enquête faite par OpinionWay. Et donc, on retrouve un peu les mêmes chiffres. Ils ont demandé à La Réunion en métropole. Donc là, j'ai mis les chiffres. 46% des
personnes. Alors, il s'agissait hommes et femmes, hein, il s'agissait de 40% des gens sollicité pendant la grossesse. Donc, comme vous le savez, l'alcool passe très directement de la mère au fœtus. Le placenta n'est pas une barrière efficace. Donc, les deux produits, l'alcool et l'acétaldéhyde, passent de manière passive dans le sang du fœtus. Et 30 minutes à 1 heure après la consommation, l'alcoolémie du fœtus est équivalente à celle de la mère. De plus, le foie du fœtus est immature. Il a un équipement enzymatique de détoxification qui est faible et qui n'apparaît que tard dans la grossesse. Et donc, il ne peut pas métaboliser l'alcool qu'il reçoit. Ce qui fait qu'il va accumuler à la fois au niveau du sang, puisqu'il détoxifie mal, et dans le liquide amniotique, qui est, comme vous le savez, le pipi du bébé. Et donc, il va reboire ce liquide amniotique et donc se réintoxiquer. Voilà. Et au bout d'un moment, finalement, le fœtus a un niveau d'alcoolémie qui est 2 fois celui de sa mère. La toxicité de l'alcool s'exerce de plusieurs manières. On va le voir de façon un peu plus détaillée après. Je vous ai remis le schéma qu'on connaît bien, qui est le schéma de toxicité sur les différents organes de l'alcool, quel que soit le mode de toxicité. Alors, ça commence, on dit 1 à 2, ça c'est les semaines de grossesse. Hein. Donc, dans les 2 premières semaines de grossesse, on est dans la placentation. Donc, l'ovule nidifie et donc on est dans la placentation. Donc, entre, on va dire, 3 et 5 semaines d'aménorrhée, on est moins dans un risque. Enfin, si on peut le dire comme ça, c'est pas non plus aussi simple que ça. Dans les premières semaines, jusqu'à 10-12 semaines, on est dans la phase embryonnaire. Et c'est donc là que l'alcool sera tératogène, c'est-à-dire qu'il entraînera des malformations. Et bien entendu, l'organe qui pose le plus problème, c'est le système nerveux central, le cerveau. Mais vous voyez que d'autres malformations sont possibles et peuvent parfois poser des problèmes supplémentaires importants comme les malformations oculaires et les malformations au niveau des oreilles. Après cette période-là, on est dans la phase fœtale, donc il n'y a plus de risque de malformation. Par contre, il y a, et en particulier au niveau du cerveau, toujours une toxicité de l'alcool qui continue à s'exercer. Parmi, pour finir avec la diapo précédente, parmi les toxiques que les femmes peuvent absorber pendant la grossesse, je ne parle pas des médicaments, hein, l'alcool est le seul tératogène. Les autres toxiques, tabac, cannabis, héroïne, ne sont pas tératogènes. Donc, quels sont les facteurs impliqués dans les effets de l'alcool sur le fœtus? Alors, ils sont nombreux, c'est une espèce de galaxie de spectres, comme le spectre d'alcoolisation fœtale, c'est un spectre de causes. C'est le professeur Doré qui le présente comme ça, et je trouve que c'est une bonne façon d'en parler. Alors, il y a bien entendu déjà l'exposition à l'alcool, toujours la question de la quantité, question qui n'est toujours pas résolue. En tout cas, ce dont on est sûr, c'est que pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a une quantité minimale qui est sécure. Donc, le message est toujours 0 alcool pendant la grossesse. Les modalités de binge drinking, ça fait longtemps qu'on a pu publier que le binge drinking était vraiment très à risque. La durée
et la période de consommation n'ont pas effectivement le même impact. La durée, plus les femmes consomment, plus les risques sont grands, même s'il n'y a pas de risque zéro. Et la période, selon la période de développement du fœtus, les types concernant ce qui revient, on va dire, à la mère et au fœtus, euh, on, on, peut retenir les facteurs de santé maternelle qui influent, qui est un risque ajouté, la mauvaise santé maternelle à l'exposition à l'alcool, la susceptibilité génétique de chacun et l'épigénétique. Je vais les détailler un peu plus. Donc, sur l'exposition à l'alcool, avant 5 semaines, on n'a qu'un risque sur la placentation, c'est-à-dire des fausses couches, un placenta qui est accréta, mais aussi une mauvaise implantation du placenta, un mauvais développement du placenta, puisque l'alcool est un toxique direct sur le placenta. Et donc, par ce biais de toxicité directe, l'exposition à l'alcool participe également aux échanges fœto-maternels et donc au retard de croissance, par exemple. Après 5 semaines d'aménorrhée, les effets peuvent aller jusqu'à la mort fœtale in utero. Donc les effets tératogènes et sur le développement que je vais développer après, et un risque de prématurité qui est prouvé. Hein. Alors, je vous ai mis quid de l'antéconceptionnel parce qu'on sait maintenant, enfin en tout cas il y a des études qui vont dans le sens d'anomalies épigénétiques des cellules sexuelles et en particulier des spermatozoïdes. Et donc on est vraiment dans un conseil d'abstention de consommation dès le projet de grossesse. Certains disent pendant 6 mois avant la conception. Les modalités, la quantité et la durée, c'est aussi une question. C'est pour une question pour nous, pour arriver à déterminer à partir de quand on va considérer qu'un nouveau-né soumis à l'alcool doit être suivi dans le réseau de suivi. Donc, alors, ces définitions ne sont pas que les nôtres, hein, c'est des définitions assez généralement partagées. Donc, on considère qu'une exposition prénatale à l'alcool est sévère quand il y a plus de 6 verres par occasion, au moins 3, c'est-à-dire 4 cuites de 6 verres, ou bien plus de 3 verres par jour. Et lorsqu'il y a 2 verres par occasion répétés au moins 4 fois, ou bien 1 à 2 verres par jour sur au moins une période de 4 semaines. Les facteurs maternels, la nutrition est influencée par la consommation d'alcool et le mauvais état nutritionnel influence majeur l'impact de l'alcool sur le fœtus. Les autres consommations sont bien entendu à chacun. Il n'est pas rare que chez les femmes qui ne parviennent pas à arrêter leur consommation d'alcool pendant la grossesse, on est des polyconsommatrices. Et bien entendu, il y a des dommages cumulés de toutes les consommations. L'effet de l'entourage, du statut socio-économique, de l'âge, en fait, tout ce qui correspond à des critères de vulnérabilité doivent être recherchés. L'influence de l'équipement génétique materne et fœtal, il est en particulier notable les variabilités génétiques de l'alcool déshydrogénase qui fait que la mère et le fœtus ont chacun de leur côté des capacités à éliminer l'alcool qui est très variable. Et enfin, les données épigénétiques dont je vais vous parler plus pour les effets sur le cerveau.
Donc, quels sont-ils les troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale? On va reprendre la terminologie plus en détail après, mais là, je vous ai mis les terminologies les plus habituelles. Donc, le TSAF, trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale des Canadiens et qui est de plus en plus utilisé chez les francophones, et le terme anglo-saxon qui est fetal alcohol spectrum disorders, et l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale, qui est l'ancien terme mais qu'on utilise toujours et que vous verrez dans les publications, qui est l'ESCAF. Donc cette exposition préalable à l'alcool, est-ce que vous voyez la flèche ou pas? Non, on ne voit pas la flèche. Bon, alors c'est pas la peine que je la bouge. Donc cette exposition prénatale à l'alcool, le PA, elle va avoir pour conséquence les traits faciaux caractéristiques qu'on connaît et qu'on va plus détailler, euh, un ensemble de malformations dont certaines peuvent avoir une incidence réelle sur l'aggravation des troubles, un retard de croissance et une microcéphalie qui peuvent être des marqueurs importants, et en particulier les microcéphalies sévères sont quasiment à tous les coups prédictrices de troubles du neurodéveloppement sévère chez l'enfant plus grand. Et enfin, ce qui fait toute la gravité de cette pathologie, les troubles du neurodéveloppement liés à l'alcool, que vous verrez sous l'acronyme TNDLA dans cette présentation et dans des publications. Et donc, les patients peuvent avoir l'un ou plusieurs de ces troubles de manière variable. Donc, ce qu'on appelait, il faut que je change ce terme, ce qu'on appelait la dysmorphie faciale du SAF, qu'on a plutôt tendance à appeler maintenant les traits faciaux caractéristiques selon la terminologie canadienne. Donc, les trois traits faciaux caractéristiques, c'est le raccourcissement des fentes palpébrales, inférieure ou égale au troisième percentile. Donc, on peut mesurer, c'est sur photo, hein, ou c'est sur photo ou sur image. Je ne crois pas que ça se mesure chez le patient en face de soi. Donc, il y a des échelles. Les percentiles, on mesure du canthus interne au canthus externe de l'œil. L'aplatissage du sillon nasolabial, donc vous connaissez certainement ce guide du philtrome. Alors, il faut savoir que la moyenne, c'est la photo 3. La photo 1 et la photo 5 sont des extrêmes. Donc, c'est pas un normal, et plus on monte vers le 5, plus il y a des chances qu'on soit dans l'alcoolisation fœtale. Donc, le normal, le 3 est normal, le 1, le 2, le 3 sont normaux. Le 4 commence à l'être un peu moins et le 5 est franchement pathologique. Et d'ailleurs, vous avez une autre photo ici. Et enfin, l'amincissement du vermillon de la lèvre supérieure, qu'on voit donc sur les deux images 5 de façon très nette. Il y a d'autres anomalies faciales comme le nez court, la micrognathie, le paléogival. Je focus là-dessus parce que ça peut être par exemple une très grande gêne pour la nutrition du nouveau-né dès la naissance. L'augmentation de la distance interoculaire, et la microcéphalie, bien entendu. Donc, tout cela aboutit à un faciès très, très particulier. Alors, qui peut être reconnaissable ou non. D'abord, il faut y penser, et puis, c'est pas si évident que ça. On peut aussi réfléchir à d'autres syndromes génétiques. Mais il y en a quand même pas beaucoup qui réunissent l'ensemble de ces signes, et en particulier les trois signes caractéristiques. Alors, les effets sur le cerveau fœtal de l'alcool sont multiples, et surtout les mécanismes sont multiples. Je vous ai mis cette très déprimante photo d'un cerveau normal à gauche et d'un cerveau
extrêmement atteints par l'alcool à droite. Donc les effets de thérapène, c'est-à-dire les effets malformatifs, ceux qu'on a dans les premières semaines de développement de l'embryon, aboutissent à des malformations. C'est-à-dire que celle qui est la plus connue, c'est la génésie du corps calleux, mais il peut y avoir des anomalies du cervelet et du tronc cérébral, des anomalies massives comme les holoprosencéphalies, des spina bifida. Par la suite, les effets ne sont plus tératogènes, mais neurotoxiques. Et en particulier, l'augmentation de l'apoptose neuronale, c'est-à-dire de la mort des neurones, qui va être responsable en grande partie de la microcéphalie, cette apoptose étant surtout marquée au niveau du lobe frontal, ce qui peut rendre compte du profil neuropsychologique de ces enfants avec leurs difficultés, en particulier leur impulsivité et leur difficulté à gérer les frustrations. D'autres effets neurotoxiques sont les troubles inflammatoires et les anomalies des neurotransmetteurs. Sur le plan vasculaire, l'alcool perturbe l'angiogénèse. Or, on sait que la migration neuronale est dépendante de l'angiogénèse, entre autres. Et enfin, les effets épigénétiques sur le cerveau. La modification de l'expression des gènes joue un rôle sur la morphogénèse, sur la migration neuronale également et sur la neurogénèse. Donc des effets à tous les niveaux et à tous les stades de la croissance fœtale. Alors, les manifestations somatiques, j'ai remis microcéphalie et retard de croissance dans les manifestations somatiques. La microcéphalie est vraiment un signe important prédicteur de troubles du neurodéveloppement, pas que dans les SAF. Les microcéphalies sont un signe inquiétant à la naissance. Alors, ceci dit, c'est des microcéphalies qui peuvent récupérer, donc elles peuvent être présentes à la naissance et disparaître après, d'où l'importance quand on rencontre les enfants un peu plus tard dans l'anamnèse de reprendre le carnet de santé, de voir quelle était la taille de la tête à la naissance. Le retard de croissance, il est précoce, il n'est pas constant, mais il est précoce, il peut être très sévère et par contre, souvent, c'est un retard de croissance qui ne récupère pas. Alors, les malformations, le paléogival, les fentes labiopalatines, je vous en ai un petit peu parlé, les malformations cardiaques qui ne sont pas ultra sévères ni ultra particulières. Les anomalies squelettiques, je vous les ai mises pour que vous les ayez listées quelque part. L'hémivertèbre peut poser un problème de statique, la scoliose aussi. Il y a un signe qui est assez pathognomonique, c'est pour ça que je l'avais mis en photo sur la diapo précédente, c'est la synostose radiocubitale. Il n'y a pas beaucoup d'ensembles syndromiques dans lesquels on a une synostose radiocubitale. Bon, de là à dire qu'il faut le chercher pour faire le diagnostic, non. Mais je vous le signale quand même. Il peut y avoir des anomalies rénales, des aplasies, des dysplasies, des anomalies de forme, des dilatations des cavités, des dilatations des urtères ou des duplications. Les anomalies sensorielles sont celles qui vont être très souvent méconnues et très souvent cause de surhandicap. En particulier dans les TSAF, on peut avoir une petite taille des globes oculaires directement responsable de problèmes de vision, en particulier de problèmes de réfraction. Des anomalies des vaisseaux rétiniens également, un strabisme, etc. Et une surdité de transmission et neurosensorielle. Alors, les troubles neuromoteurs du nouveau-né et du nourrisson, ils sont un petit peu particuliers. Et il faut savoir les reconnaître. Alors, un nourrisson qui va bien est un nourrisson qui est détendu, en capacité d'interagir, en capacité de se regrouper et d'être apaisé. Les nouveau-nés qui sont en difficulté pour une raison ou pour une autre, ça peut être l'alcool, ça peut être d'autres substances, ça peut être des manifestations de syndrome de sevrage, ont généralement
très facilement un marqueur au niveau du tonus. Chez les nouveau-nés, TSAF, ça peut être une hypo ou une hypertonie, une irritabilité, des pleurs difficiles à apaiser, avec de façon un peu corollaire des troubles du son. Ce qui est particulier dans le TSAF, c'est l'association aux troubles sensoriels. Alors visuels et auditifs, on l'a déjà dit, mais c'est des enfants qui peuvent avoir des troubles de l'oralité. Et c'est des enfants qui peuvent avoir une sensorialité par rapport à et en particulier dans les interactions. Le toucher est désagréable pour ces enfants, les interactions précoces. Ça ne se passe pas bien, c'est des causes de majoration des troubles. La qualité, elle peut être auditive et visuelle. Ça peut être des enfants qui sont très très réactifs au bruit fort, aux lumières fortes. C'est des enfants pour qui il doit être nécessaire de tout tamiser autour. Comme entre autres l'alcool est un qui peuvent avoir des troubles de l'équilibre. Et donc l'ensemble de tout ça induit de façon variable et en fonction de la sévérité de l'atteinte, un retard de développement qui peut toucher toutes les strates du développement, le développement moteur global et la motricité fine, le langage, les interactions, etc. Alors, un peu de terminologie et de définition. Ça, c'est la fiche mémo de la HAS de juillet, je ne sais plus quand, 2015, j'ai quelque chose juste dessus, de juillet 2013. Donc, c'est la terminologie qui est encore beaucoup utilisée hein, avec le TCAF, les troubles causés par l'alcoolisation fœtale ou ETCAF, qui sont l'ensemble des troubles, avec la forme, on va dire, la plus grave, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, en tout cas la plus complète, le syndrome d'alcoolisation fœtale, avec, dans cette définition, l'association d'une dysmorphie faciale, d'un retard de croissance et de troubles du développement neurologique. Ah, je n'arrive pas à passer ma diapo. Voilà. Ah ben si. Pardon, excusez-moi. Voilà la terminologie canadienne dans laquelle on parle du spectre de l'alcoolisation fœtale avec traits faciaux caractéristiques. Pour qu'on soit dans cette définition, on doit avoir les trois traits faciaux caractéristiques, déficience dans au moins trois domaines neurologiques identifiés comme des troubles neurodéveloppementaux liés à l'alcool, qu'on remplace par la microcéphalie chez les plus petits. Donc, vous voyez que vraiment, c'est un signe important. Et enfin, quand les traits faciaux sont présents et qu'il y a une déficience neurodéveloppementale ou une l'exposition mieux affirmée, on peut quand même mettre le diagnostic dans cette catégorie, même si l'exposition à l'alcool est inconnue. La deuxième catégorie, c'est le TSAF sans traits faciaux caractéristiques, donc où on a un trouble neurodéveloppemental, pour le dire vite, et une confirmation de l'exposition prénatale qui, cette fois, doit être certifiée. Et donc, on a pu mesurer comme étant suffisante pour qu'on puisse l'envisager responsable des troubles du neurodéveloppement. Et enfin, le troisième groupe qui est à risque, c'est-à-dire on a une exposition à l'alcool confirmée, mais on n'a pas de trouble neurodéveloppemental et on n'a pas les traits faciaux caractéristiques. La terminologie anglo-saxonne, je vous laisse la lire. C'est important que vous la connaissiez parce que vraiment, c'est ça qu'on trouve encore. Donc, le FASD, le FAS qui est le syndrome d'alcoolisation fœtale complet avec le PFAS qui est
euh, le, le, le SAF partiel. SAF partiel, c'est une terminologie qu'on n'utilise plus trop, nous. ARBD, c'est les malformations liées à l'exposition prénatale à l'alcool, et ARNT, c'est les troubles neurodéveloppementaux liés à l'exposition à l'alcool. Alors, je n'insiste pas sur les conséquences chez l'enfant plus grand et l'adulte parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Euh, je vous ai mis juste euh, quelques éléments de conséquences chez les enfants plus grands. Ben, à l'école, c'est vraiment compliqué à la fois dans les apprentissages et dans les relations avec les pairs. Donc, généralement, ça se passe assez mal dans ces deux domaines de la socialisation. Et à l'âge adulte, ce sont des adultes qui rencontrent des difficultés dans la gestion de leur budget pour l'insertion professionnelle. C'est souvent des parcours qui sont marqués par de nombreuses ruptures, qui ont affaire à la justice, qui sont souvent euh, plus vite addicts quand ils rencontrent un produit, qui sont très influençables, etc. Mais je n'insiste pas sur ce point. Les facteurs aggravants des troubles neurodéveloppementaux des enfants SAS, c'est en grande partie la méconnaissance du diagnostic. Parce que, en fait, personne ne comprend ce qui se passe. Les parents ne comprennent pas l'enfant ne se comprend pas lui-même, il ne comprend pas pourquoi il est comme ça, il est mal et ça peut souvent être assez cause d'un mal-être très profond. Les familles sont culpabilisées parce qu'on considère qu'elles ne savent pas élever leur enfant. Les malformations ne sont pas forcément dépistées, et en particulier les troubles sensoriels, puisque on ne pense pas forcément à aller chercher les troubles liés à l'alcoolisation fœtale. Ce qui va aggraver aussi le pronostic, c'est les placements, les ruptures tous azimuts, les ruptures scolaires, la désinsertion sociale. C'est des patients qui sont souvent dans des syndromes dépressifs très sévères. Les facteurs protecteurs qui avaient été remarqués par Madame Streisgut il y a longtemps déjà sont un foyer stable de bonne qualité avec un mode de vie stable, l'absence d'exposition à la violence, l'accès aux services pour personnes atteintes de déficience de développement et diagnostic avant 6 ans. Donc, on met vraiment au centre l'importance de la précocité du diagnostic et de l'accès aux soins. L'efficacité des prises en charge adaptées étant démontrée, j'ai mis une référence de l'expertise collective de l'INSERM de mars 2016. On va passer au parcours cocon. Je suis désolée, je ne peux pas interagir avec vous, c'est pas possible, mais je répondrai volontiers à vos questions tout à l'heure. Donc, on va passer au parcours cocon. Donc, le parcours cocon s'appelle comme ça, d'abord parce que cocon, c'est un joli mot, et ensuite parce que c'est le parcours de soins précoces et coordonnés du nouveau-né vulnérable. C'est un parcours qui se déploie en Nouvelle-Aquitaine, mais pas seulement. Ce projet est développé en partenariat avec le réseau Occitanie et le réseau PACA. Alors, pour quelles raisons ce projet a-t-il vu le jour? L'objectif, c'est de suivre et prendre en charge les enfants à risque, c'est-à-dire les enfants pour lesquels, dès la naissance, on estime qu'il y a des facteurs de vulnérabilité. On peut être dans le cadre somatique, on peut être dans le cadre psychologique ou psychiatrique. La HAS a défini des critères de vulnérabilité que je ne vais pas tous vous citer, mais dans ces critères de vulnérabilité, il y a bien entendu l'exposition aux toxiques. Alors, pas toutes les expositions, pas tous les toxiques. L'intérêt de la prise en charge les nouveau-nés vulnérables et en particulier au Mali,
cérébrales euh, qui peuvent être liées à cette prématurée, mais c'est également le cas, bien entendu, pour les enfants. Les stimulations nécessaires au développement de tout enfant, chez un enfant TESAF, ben, ça peut faire défaut. Euh, D'abord parce que l'entourage n'est pas forcément toujours adapté et ensuite parce que cet enfant n'est pas toujours en capacité d'interagir avec son entourage. Et donc, repérer et prendre ça en charge, c'est très, très important. Et enfin, là aussi, comme le disait Madame Streisgut pour les TESAF, l'effet sur les développements cognitifs des prises en charge précoces est démontré. Alors, les modalités d'inclusion dans le parcours cocon. On repère en période néonatale, on repère, je dirais même en période périnatale, puisque comme vous allez le voir pour le SAF, on repère bien entendu dès l'anténatal. Donc, les critères de la HAS, je n'y reviens pas. Alors, il y a une étape très importante qui est l'information et le consentement des familles. Les enfants ne peuvent pas être inclus dans ce parcours de soins si les familles ne sont pas d'accord. Je reprends sur le financement article 51 de la loi de finances de sécurité sociale 2018. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent cette expérimentation article 51, dans lequel on a un financement pour un temps donné, c'est-à-dire 5 ans au maximum, euh, de projets innovants et en particulier des projets qui améliorent le parcours de soins des enfants, qui améliorent l'égalité d'accès aux soins et qui améliorent la coordination de la prise en charge. Les critères, le parcours cocon depuis la période néonatale, les critères d'inclusion sont, attendez, pardon, je ne vois plus mes titres. Bon, c'est pas grave. Donc voilà quels sont les critères d'inclusion dans cocon à partir de la période néonatale, bien sûr. Alors, on a deux groupes parce qu'on avait pensé les choses en termes de sévérité plus importante dans le groupe 1, sévérité moins importante dans le groupe 2, pour la gradation des soins dont je vais vous parler après. Donc, dans le groupe 1, je vais vous le détailler plus, mais concernant l'alcoolisation fœtale, on a l'exposition avec signes cliniques, l'exposition au-delà de 5 semaines d'aménorrhée avec signes cliniques. Dans le groupe 2, l'exposition avérée supérieure à 5 semaines d'aménorrhée sans signes cliniques. Et comme je vous l'ai dit, les critères d'exclusion, c'est le refus des parents ou un déménagement, puisque pour l'instant, tant qu'on est dans l'expérimentation, dans la première phase de l'expérimentation avec les départements pilotes, on ne peut pas inclure d'autres enfants que les 4 départements pilotes. Alors, on va suivre le parcours cocon un peu pas à pas. Donc, euh, dans pour l'ensemble des enfants qui sont suivis dans ce parcours, il y a très souvent un repérage anténatal et c'est encore plus vrai pour les enfants de TESAF, puisque le repérage des consommations de la mère est bien entendu un point d'entrée majeur dans l'indication de suivi. Donc, ce repérage anténatal, il se fait par les sages-femmes, les gynécos, la PMI, la sage-femme de PMI qui va voir la patiente de façon un petit peu systématique. Ça peut être d'autres professionnels aussi. Donc, en anténatal, qu'est-ce qu'on repère? On repère les vulnérabilités, en fait. C'est pour ça que le PP a son rôle à jouer aussi. Et donc, on va repérer les consommations et également, un autre mode d'entrée dans le repérage, c'est le suivi échographique. Pour repérer les consommations, il faut avoir les outils qu'il faut, euh, dont je vais vous parler de ceux du réseau, en tout cas, qui me paraissent intéressants. À quoi ça sert de repérer? Ça sert à orienter. Pour ça, il faut un réseau d'aval. Donc, il faut connaître son réseau d'aval pour pouvoir prendre en charge ces femmes. En fait,
l'objectif, c'est d'arrêter la consommation le plus tôt possible pendant la grossesse, voire, comme on l'a dit tout à l'heure, en antéconceptionnel. D'où, juste un petit mot pour vous parler de l'entretien, de la consultation préconceptionnelle, qui serait une consultation intéressante pour informer maintenant qu'on a des, des, une prévention importante dans beaucoup de domaines. Et en tout cas, pour la consommation d'alcool, ça serait certainement très intéressant. Donc, on repère les femmes consommatrices ou bien on repère une anomalie échographique et on oriente vers le réseau d'aval pour une prise en charge. Alors, euh, en fait, la prise en charge que peuvent faire quasiment tous les professionnels qui suivent les femmes enceintes, c'est l'intervention brève. Encore faut-il savoir quoi dire et être formé, mais ça c'est possible, les formations existent. Mais la majorité des femmes qui consomment en fait en début de grossesse, ne se sachant pas enceintes, arrêtent euh, sans aucune difficulté. Celles qui n'arrêtent pas, ben, c'est celles qui sont dans un parcours de vie souvent difficile, dans des polyconsommations, dans un trouble psychiatrique. Et à ce moment-là, il va falloir, pour ces femmes-là, les adresser en service d'addictologie ou en service de psychiatrie, bref, pour une prise en charge plus globale. Alors, les outils de repérage. Dans le réseau Périnate Aquitaine, on a un outil qui est très bien. C'est l'outil d'auto-questionnaire des vulnérabilités. En fait, c'est remis à la femme à chaque consultation et puis elle le remplit dans la salle d'attente. Et c'est très simple, hein. Vous voyez pour l'alcool sur l'image du bas, là, sur les consommations, on demande est-ce que vous consommez, oui ou non. C'est simplissime, on ne demande rien de plus. Mais en fait, le but du jeu, c'est de reprendre le questionnaire dans son intégralité avec la femme quand elle arrive en consultation, puisque vous l'avez fait remplir avant la consultation, et de pouvoir être un peu plus précis, ce qui demande de savoir ce qu'on cherche. Alors, ce questionnaire, pour les professionnels, il est assorti d'une méthodologie d'utilisation et d'une formation en ligne que vous trouverez sur le site du réseau. Alors, je vous ai mis les HTTPS partout pour essayer de vous faciliter l'accès au site du réseau. Voilà, donc cet auto-questionnaire va repérer toutes les vulnérabilités, hein, dont l'alcool, mais tout le reste. Et de toute façon, pour prendre en charge la problématique alcool, il faut prendre en charge tout le reste. Alors ça, c'est d'autres outils pour le repérage de la consommation d'alcool, l'outil de la HAS sur l'aide au repérage précoce et à l'intervention brève, le RPIB, la fiche alcool du réseau Périnate Nouvelle-Aquitaine. Elles sont très complètes, ces fiches, et c'est pareil, vous pouvez les trouver sur le site du réseau, à l'HTTPS que je vous ai mis en bas. Alors, une fois que vous avez bien repéré, eh ben, il faut orienter ces femmes et c'est souvent là que le bas blesse, c'est-à-dire que souvent on ne sait pas trop. Alors, il y a quand même en Nouvelle-Aquitaine plein d'endroits où se renseigner. Pour moi, pendant la grossesse, les personnes qu'il faut que vous contactiez, c'est les sages-femmes de territoire parce qu'elles connaissent les ressources de leur territoire. En Nouvelle-Aquitaine, la thématique addiction a été beaucoup travaillée. Les sages-femmes de territoire, elles savent vers quel professionnel envoyer les femmes pour être prises en charge. Donc, il ne faut pas hésiter à les contacter. Sur le site, vous avez aussi, mais c'est dans une zone du site dédiée aux patientes. Enfin, vous avez l'HTTPS aussi, vous le retrouverez, mais vous avez par département l'ensemble des ressources grossesse et addiction que vous pouvez contacter ou que les patients peuvent contacter. Sur le site de la Coréade, il y a AddictoClick. Alors moi, j'ai été voir la Côte Basque. Donc c'est assez facile, hein. Dans la barre du haut, on met ce qu'on veut comme région. Et puis là, ben, il me sort le centre hospitalier de la Côte Basque. On a effectivement une consultation addiction grossesse et le XAPA de Bayonne. Donc pour avoir des lieux où adresser les patients.
Alors, le repérage par l'échographie fœtale, ben, c'est autre chose. Soit ce sont des patientes dont on sait qu'elles consomment et alors on va aller chercher des conséquences et on va avoir ces femmes, elles sont suivies en, en suivi de grossesse pathologique, c'est-à-dire elles ont un suivi échographique beaucoup plus régulier avec des échographistes qui doivent être bien formés et savoir ce qu'ils cherchent là aussi. Euh, euh, et d'ailleurs, d'où l'importance, moi je trouve, dans les hôpitaux, d'avoir des équipes comme ça dédiées euh, addiction, dans lequel on peut faire à la fois avoir un regard plus affûté et en même temps faire du lien entre la période anté et postnatale, ce qui est hyper important pour ne pas perdre l'information. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les malformations cérébrales. La génésie du corps calleux, ça se voit en écho. Les dysgénésies du cervelet, les holoprosencéphalies, tout ça, ça se voit. Les myéloméningocèles, ça dépend comment ils sont. Mais ces malformations-là, on les voit. Alors, euh, le, le retard de croissance précoce aussi, c'est un signe important, hein. La longueur du fémur inférieure au dixième percentile à partir du deuxième trimestre, et c'est des RCU isolé pour les échographies, c'est important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anomalie Doppler ou pas forcément. Il peut y en avoir si c'est un placenta qui marche mal à cause de l'alcool. Le périmètre crânien petit, donc la microcéphalie, et en particulier la microcéphalie importante sur les zones frontales, la microphthalmie, la diminution du diamètre orbitaire et de la distance intra-orbitale, et en fait, enfin la dysmorphie faciale. Donc, ces signes, attention, bien entendu, ils doivent faire penser à l'alcool, mais ils ne sont pas absolument prédictifs non plus. Donc, ce n'est pas à partir des signes échographiques chez une femme qui consomme de l'alcool qu'on va l'amener à l'interruption de grossesse, hein. Il faut vraiment être extrêmement prudent. Donc voilà une échographie d'agénésie du corps calleux. Ici, c'est une agénésie partielle. Alors, je ne suis pas du tout échographiste, donc je vous le montre juste comme ça, parce que je trouve que les photos, même pour moi qui ne suis pas échographiste, elles sont assez parlantes. Et là, c'est une agénésie complète du corps calleux. Bon, c'est ça que je vous ai montré parce que c'est ce qu'on cite le plus fréquemment comme malformation. Voilà des anomalies de la face, ça c'est en écho 3D, mais l'écho 3D maintenant c'est de réalisation quotidienne. Donc voilà un fœtus normal, on voit bien un philtrome qui est marqué et une lèvre supérieure bien existante et les piliers du philtrome aussi. Et un fœtus atteint dont la mère a consommé de l'alcool où on voit bien ce philtrome bombant avec et euh, dont l'aspect avec un aspect plat, pardon. Ça, c'est d'autres photos de profils d'enfants SAF, hein. Ça, c'est, je pense, des photos non, issues d'un congrès de mes collègues obstétriciennes. Donc ça, c'est le profil de l'enfant SAF une fois qu'il est né, avec ce petit nez en trompette, le philtrome long et plat, et différentes images échographiques qui retrouvent la même chose. Donc, ça se voit. Voilà. Euh, alors, une fois qu'on a repéré un anténatal, eh ben, cet enfant naît et puis on va se dire, eh ben, il est éligible à l'inclusion dans le cocon euh, parce que sa maman a consommé. Alors, on a des indications très précises d'inclusion dans le cocon pour les enfants soumis à l'alcool pendant la grossesse. D'abord, le syndrome d'alcoolisation fœtale complexe, c'est-à-dire le syndrome clinique avec les trois traits faciaux, etc., plus ou moins un retard de croissance. Euh, Ensuite, on considère donc que les expositions sont sévères ou préoccupantes selon les critères que je vous ai donnés tout à l'heure. Donc, si on rencontre un enfant dont la mère a consommé de façon sévère ou préoccupante et qu'il y a des signes cliniques, c'est-à-dire un retard de croissance ou une microcéphalie, ou bien des signes qui font penser à ce qu'on a noté SAF partiel, il faudrait peut-être qu'on change la terminologie. À ce moment-là, on considère qu'il fait partie d'un deuxième groupe à risque. Et enfin, quand la mère a consommé beaucoup,
mais qu'il n'y a aucun signe clinique chez l'enfant à la naissance, on considère que il fait partie du troisième groupe à risque. Alors, ce dont je vous ai parlé, c'est le résultat du repérage anténatal. On a repéré un anténatal et on classe nos enfants dans le groupe à risque. On savait exactement combien la mère buvait, on savait pendant combien de temps. Bref, on peut classer cet enfant dans nos groupes à risque. Maintenant, il arrive très souvent qu'en fait, on ait un enfant qui ait soit un retard de croissance, soit un faciès un petit peu évocateur, soit une microcéphalie, alors qu'on n'a jamais repéré d'exposition à l'alcool anténatal. Donc là, ben, il faut se prendre par la main et poser la question. Il ne faut pas hésiter. Il y a beaucoup d'enfants qui naissent avec un retard de croissance plus ou moins expliqué. Il ne faut pas hésiter à poser la question des consommations. En fait, ça passe tout seul. Il faut passer le frein que ça représente pour nous de demander à une dame, est-ce que vous avez consommé de l'alcool pendant votre grossesse? Mais en fait, ça passe. Alors, il ne faut pas oublier de demander la consommation de Dépakine ou d'Épacote, hein, parce que c'est exactement les mêmes manifestations cliniques que le syndrome d'alcoolisation fœtale. Donc, une fois qu'on s'est dit que ces enfants appartenaient à l'un de ces groupes à risque, on va réfléchir comment on va les suivre. Dans Cocon, on va essayer de faire des suivis gradués, c'est-à-dire que les enfants les plus sévères seront suivis dans les endroits où on peut le plus les prendre en charge de façon globale et coordonnée. Autrement dit, un syndrome d'alcoolisation fœtale complet, on se dit qu'il serait mieux suivi dans une consultation multidisciplinaire, soit en CAM, soit en centre hospitalier. La deuxième catégorie des enfants dont les mères ont consommé, qui ont d'autres signes cliniques, mais qui ne sont pas des SAF complets, on se dit qu'il serait mieux dans une consultation hospitalière ou libérale spécialisée. Et enfin, la troisième catégorie, où il n'y a pas de signes cliniques, on se dit, bon, peut-être que ils peuvent être suivis en consultation libérale simple ou par la PMI, tout en sensibilisant le professionnel et éventuellement en le formant, bien entendu. Et ça, c'est en fonction des ressources territoriales, parce que tout le monde ne fait pas pareil sur tous les territoires et on ne peut pas, avec la mise en place euh, du projet Cocon, obliger tout à coup les gens à changer toutes leurs pratiques. On ira petit à petit vers des choses qui semblent plus fonctionnelles, mais pour l'instant, voilà comment les choses peuvent être pensées en théorie, mais elles doivent être mises à l'épreuve de la réalité du territoire. Donc, le suivi des nouveau-nés, c'est celui-là. C'est un suivi qu'on a prévu pendant 7 ans. Alors, vous me direz, on est financé pendant 5 ans, oui, mais on espère qu'au terme de 5 ans de financement, les autorités vont trouver ça tellement bien que ça continuera à être financé. Et de toute façon, nous, on s'engage auprès des familles à continuer à suivre les enfants, quel que soit le résultat de l'expérimentation loi 51. Donc, ce sont des consultations de 45 minutes. La première année, il y a 5 consultations au terme, à 1 mois d'âge corrigé pour les prématurés, à 3 mois, 6 mois, 9 mois et 12 mois. Donc, ces consultations sont donc des consultations longues de 45 minutes qui sont valorisées à 60 euros pour les libéraux, les centres hospitaliers et la PMI. Donc, c'est un mode de financement, enfin, un mode de cotation particulier, c'est-à-dire que tout doit être financé dans PACO, ça ne doit pas passer par les filières habituelles de la sécurité sociale. Bon, on explique ça aux professionnels qui conventionnent une fois qu'on a compris, c'est assez simple. Donc, 5 consultations la première année, 2 consultations la deuxième année, 18 mois et 2 ans, puis une consultation par an avec la possibilité de faire une consultation intermédiaire si on estime qu'il y a besoin. Et là, on a estimé que pour la moitié des enfants, on aurait besoin d'une deuxième consultation entre 2, 3 ans, 3, 4 ans, etc., jusqu'à 7 ans. Euh, sont assortis à ces consultations des forfaits de soins dont je vais vous parler après. Alors,
Donc, le suivi de l'enfant vulnérable est installé. Ce qui est important dans ce système, dans le projet Cocon, c'est de comprendre que, il y a une coordination de la prise en charge de l'enfant entre le médecin référent qui suit l'enfant, le RPNA, la PCO éventuellement, et les différents professionnels rééducateurs qui vont prendre l'enfant en charge. Selon l'endroit et la manière dont l'enfant est suivi, ce seront différents professionnels qui assureront cette coordination, mais elle sera assurée. Le suivi des TSA, c'est un suivi complexe. Il y a tous ces professionnels-là qui, un jour ou l'autre, peuvent être amenés à intervenir auprès de cet enfant, médecins, rééducateurs, autres, voilà. Et souvent, c'est compliqué pour les familles quand ces prises en charge ne sont pas coordonnées, euh, compliqué des fois pour le médecin généraliste ou le pédiatre qui se trouve à coordonner une prise en soins euh, et que ça met en difficulté. C'est encore pire quand on doit orienter les familles vers les institutions d'aval, quand il faut faire avec l'école, quand il faut remplir un dossier MDPH, etc. Alors nous, bon, ça fait un petit peu idyllique comme ça cette diapo, mais nous, on espère pouvoir, nous comme d'autres, hein, pour la PCO par exemple, ça fonctionne pareil, on espère pouvoir proposer un parcours coordonné, cette coordination étant assurée par le médecin référent de l'enfant. Ce médecin référent peut être un médecin libéral, généraliste, pédiatre, un médecin hospitalier, un médecin de CAMS. Euh, en coordonnant, ben, selon les modalités de coordination qu'on connaît en médico-psychosocial, c'est-à-dire les réunions de concertation pluridisciplinaire, pardon, et grandement aidé par un outil informatique partagé. Donc, cet outil informatique, c'est l'outil développé par la plateforme ESEA. C'est l'outil Paco Globule qui est un outil euh, qui, ne- qui est une plateforme. On n'a pas besoin de l'héberger sur son ordinateur. Donc, on y accède par un identifiant, un mot de passe et avec un deuxième accès sécurisé. Et dans Cocon, cet outil nous permet beaucoup de choses. Il nous permet d'inclure les patients, c'est-à-dire on inscrit le patient, on ouvre son dossier dans Paco, il est inclus. Il est inclus, enfin, on ouvre et on valide son dossier une fois qu'on a obtenu l'accord des parents, eh bien, il est inclus dans le parcours de soins. Euh, on a dans PACO les cahiers de suivi du neurodéveloppement qui sont pour nous des outils importants que je vais vous détailler après. Euh, on peut partager les données de façon sécurisée, donc les cahiers de suivi, mais aussi des comptes rendus médicaux, des comptes rendus des rééducateurs, des ordonnances, de l'administratif, enfin plein de choses. Et pour l'instant, tant qu'on est dans l'article 51, les actes des professionnels euh, participant au parcours sont rémunérés par le biais du dossier partagé dans PACO. Euh, je pourrais répondre à vos questions si c'est pas clair après, hein. J'ai pas voulu non plus trop alourdir. Donc, nos cahiers de suivi du neurodéveloppement, ils nous permettent de repérer les décalages de développement et de faire un auto-apprentissage parce qu'en fait, dans ces cahiers, il y a beaucoup de choses. Alors, c'est à la fois bien et pas bien. C'est pas bien parce que ça fait beaucoup de choses à remplir. C'est bien parce qu'on apprend au fur et à mesure, en fait. On apprend dans ces cahiers, on affine son œil, disons, sur le suivi du nouveau-né. Et on y trouve aussi des indications de soins. Alors, un nouveau-né qui va bien, c'est un nouveau-né qui est comme ces deux-là, c'est-à-dire euh, avec des capacités d'interaction absolument démentielles, c'est-à-dire qu'ils peuvent regarder leur mère pendant des heures, commencer à esquisser un petit peu des sourires. Ils sont bien détendus, avec les mains bien ouvertes, bien rassemblés sur la ligne médiane, bien regroupés. Ça, c'est des nourrissons qui vont bien. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à repérer très précocement des signes d'enfants qui ne vont pas bien. Et pourquoi? Pour pouvoir leur proposer des soins précoces. Et
typiquement, dans le TSAF, on retrouve ces signes. Par exemple, alors j'espère que vous voyez suffisamment bien. C'est pas très, l'encre est pas très, les lettres sont pas très appuyées. Bon, par exemple, dans un des cahiers, ça c'est le cahier de terme un mois, je crois. On a un item sur l'activité motrice. Cet enfant-là, sa motricité spontanée sur le dos, comment est-ce qu'elle est? Ben, lui, elle est variée, des mouvements variés, riches et fluides des quatre membres et de la tête. Vous voyez à côté, il y a un petit point d'interrogation. Petit point d'interrogation, en fait, on peut l'ouvrir. Ben là, je ne peux pas le faire parce que je ne suis pas en ligne, mais on peut l'ouvrir et puis on a quelques explications voilà, sur ben, ce qu'on doit chercher, comment on doit regarder ça. Alors, c'est pas du clé en main. Il faut se former à ces cahiers. Il faut déjà avoir un prérequis. Il faut savoir examiner un enfant, il faut savoir examiner un nouveau-né. Mais il faut se former, bien entendu. Mais on s'enrichit quand même au fur et à mesure qu'on utilise ces cahiers. Là, donc, on était dans la motricité spontanée sur le dos. Dans la posture spontanée sur le dos, bah, cet enfant, il a une attitude en hyperextension en virgule avec un regroupement possible. Donc là, on me dit, fais attention, il faut être dans la vigilance. Si j'avais dit cet enfant est très crispé ou il est en hyperextension malgré le soutien, ben on m'aurait dit, il faut une prise en charge immédiate. Donc là, moi, je suis un peu jusqu'au boutiste, donc je trouve que cet enfant-là, il va avoir besoin d'une prise en charge. Alors, selon ce que j'ai comme professionnel que je connais ou que mon coordonnateur de territoire connaît ou que la coordination régionale connaît, je vais pouvoir l'adresser au professionnel qui va permettre de prendre en charge ce signe qui est un petit signe précoce qui, pris en charge, peut améliorer le pronostic de l'enfant, non pris en charge, s'aggraver et devenir de plus en plus embêtant. Dans les régulations, alors c'est pas par hasard que je vous ai mis activité motrice, posture, motricité spontanée sur le dos, posture et régulation, c'est parce que c'est des choses qu'on voit chez les nouveau-nés SAF et TSAF. Donc, la régulation, par exemple, ça occupe un peu de place dans nos cahiers. Donc, un enfant qui se régule lors des différentes situations et des émotions qui se modulent en douceur, on se dit, ah oui, tiens, c'est ça qu'il faut que je regarde, oui ou non. Et puis, si c'est pas ça, alors est-ce qu'il aime être touché, bof. Est-ce qu'il s'ajuste au portage, bof. Est-ce qu'il est hyper excitable, etc. Et on va vers du plus bénin au plus embêtant qui nécessitera absolument une prise en charge. Alors, même chose pour les interactions. Par exemple, cet enfant-là, dans ses interactions, les interactions sont faciles et spontanées vis-à-vis de nous, oui. Mais vis-à-vis des parents, non. Les parents, manifestement, quand on les voit avec cet enfant, ils n'arrivent pas à reconnaître. Et d'ailleurs, ils le disent. Ils disent, mais moi, je comprends pas. Et donc, là, on voit qu'il y aura besoin d'accompagnement. Et donc, ben, on se pose la question selon le territoire, les ressources, encore une fois, est-ce que ça va être la psychologue? Parce qu'il y a celle-là qui est super, qui travaille avec les psychomotes. Est-ce que ça va être la psychomote? Parce que là, elle est super formée dans les troubles de l'interaction. Ça peut se tuiler parfois. Bon, peut-être que les psychologues ne seront pas très contents que je dise ça, mais ça peut se tuiler parfois. Il y a des professionnels dans ce champ de la toute petite enfance qui ont développé des multicompétences. Faut le souhaiter. Euh, voilà, pour la vision et l'audition, je prends trop de temps, Emeline. Je vois que Il vous est, apparaissez. enfin, il est 15h35. Est-ce que 5 minutes, Oui, le temps cinq de... minutes. 5 minutes, ça ira bien. Je vais me dépêcher, pardon. Super, merci. Donc, en ophtalmo, c'est pareil. Bon, voilà, vous avez compris le principe. Donc, les enfants peuvent faire l'objet de soins. Donc, on a un forfait de soins 0-2 ans dans lequel on a ben, les professionnels qu'il faut à cet âge-là. Il nous manque l'orthoptiste auquel on n'a pas pensé. Et un forfait de 5 ans.
dans lequel on a un peu les mêmes professionnels, plus orthoptistes, avec pareil un financement substitutif au droit commun, bon, qui passe par la plateforme Cocon. Donc là, vous avez la totalité du parcours de soins qu'on vient de parcourir ensemble. Euh, J'attire votre attention sur le fait que le parcours Cocon est destiné à repérer des soins, des, des signes précoces, pré-TND, on va dire, pré-troubles du neurodéveloppement, pour assurer des soins précoces à ces enfants. Si on a un trouble du neurodéveloppement avéré, à ce moment-là, il faut basculer vers un autre parcours de soins. En gros, dans le suivi médical Cocon, soit l'enfant a une trajectoire normale, même pas de prise en charge, on poursuit quand même le suivi systématique jusqu'à ses 7 ans, soit il dévie de la trajectoire, bah, c'est-à-dire il y a des petits signes qui apparaissent, donc on va mettre en place un forfait de soins. Et ça s'améliore, on poursuit dans Cocon. Si ça se dégrade, on va aller vers un autre parcours de soins qui peut être le parcours orchestré par la PCO, qui peut être directement le CAMS. Et enfin, si on a très clairement des signes de TND, dont les troubles du spectre autistique, à ce moment-là, on va adresser à la PCO qui va faire son bilan et qui va décider quel va être le lieu de soins et le parcours de soins le mieux adapté pour cet enfant. Un mot sur les CAMS parce que c'est quand même les institutions de premier relais pour les enfants qui ont besoin de beaucoup de soins chez les très petits. En Nouvelle-Aquitaine, les CAMS, ils ont une bonne répartition territoriale. Alors, euh, les CAMS ont un cahier des charges national, mais ils ont des organisations qui sont très, très variables. Voilà, ils peuvent être aussi bien hospitaliers qu'associatifs. C'est pas ça qui fait leur orientation, forcément. Donc, selon les ressources territoriales, les CAMS pourront vous aider à faire le bilan, vous proposez des professionnels pour faire le bilan et vous proposez des orientations thérapeutiques, puis prendre en soin les enfants, ou bien non. Ça dépend des CAMS. Il y a des CAMS où on peut aller à domicile. Il y a des CAMS dans lesquels il y a un partenariat avec les libéraux, c'est-à-dire une partie des soins pris en charge au CAMS, une partie en libéral. La liste des CAMS, vous la trouverez aussi sur le site du RPNA. Alors, bon, celle-là, elle va vous faire peur, je sens, mais c'est juste un point sur les enfants ados, ou les ados, euh, qui sont souvent repérés par le biais de troubles du neurodéveloppement plus ou moins étiquetés, d'ailleurs des retards mentaux, des TDAH, enfin bon, des fois des épileptiques, hein, qui ne sont pas étiquetés. Des enfants aussi ou des ados pour lesquels la justice se pose des questions, ça va pas à l'école, des enfants qui sont placés où on se demande quel a été le parcours jusque-là, etc. Donc la clé pour ces enfants-là, c'est le diagnostic. Vraiment, 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 c'est le diagnostic parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra faire le bilan somatique et le bilan de rééducatif qui permettra de faire des soins adaptés et qu'on pourra orienter les familles vers une guidance parentale. Et vraiment, quand le diagnostic est fait, bon, c'est pas le bout du tunnel, mais c'est quand même largement plus éclairé qu'avant. Alors, pour faire ce diagnostic, la PCO peut être celle qui initie le diagnostic, faire appel au neuropédiatre. Les neuropédiatres, je trouve que c'est vraiment, ça fait partie de leur job, en fait. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à les solliciter et à ceux qui se forment petit à petit. Un mot sur le rôle de la coordination régionale. Donc, la coordination régionale conventionne les professionnels. Actuellement, on en a environ 300, un peu plus, conventionnés, surtout des rééducateurs pour l'instant, parce qu'on les a beaucoup sollicités, kinés, psychomotes, un peu des ergots, un peu des orthophes, un peu des orthoptistes, des pédiatres et quelques médecins généralistes. La coordination, elle peut aussi aider à l'inclusion et aider au remplissage des cahiers de suivi parce que tous les dossiers COCON sont partagés avec le RPNA.
La coordination peut aider à l'orientation vers les soins puisqu'il y a donc une liste actualisée des professionnels et des institutions conventionnées. Et donc, vous pouvez tout à fait contacter la coordination régionale de Cocon pour qu'elle vous oriente au mieux. Euh, Comme la coordination régionale partage tous les cahiers des enfants suivis, elle suit le parcours. Et donc, elle est en mesure de rappeler les perdus de vue, c'est-à-dire les enfants qui auraient dû avoir une consultation au mois de mars 2025 et puis en août, toujours rien. Enfin, j'espère un petit peu avant. Pour les soins, c'est pareil. Donc, c'est le RPNA, donc la plateforme de coordination, qui se charge de transmettre les actes à la CNAM et ensuite de rémunérer les professionnels. Et c'est aussi le réseau qui fait des formations qu'on a déjà commencé l'année dernière, qu'on va continuer en septembre, sur la présentation du parcours Cocon et la prise en main de Paco-Globule. Ce sont des webinaires. Euh, euh, et 4 autres qui sont sur l'oralité, euh, donc par les orthophonistes. Ça, c'est les kinés sur la prise en charge précoce de la motricité du tout petit. Euh, euh, les interactions précoces qui vont être faites par les psychologues et l'exploration du jeu et la régulation par les psychomotriciennes. Tout le monde peut participer. C'est pas uniquement réservé aux gens qui ont conventionné, hein. Tout le monde peut s'inscrire à ces webinaires de formation. On a prévu également des journées en présentiel. On a prévu une formation DPC qu'on est en train de monter et on a prévu pour les professionnels des formations de DPC sur des choses particulières, des bilans particuliers, des échelles particulières, des techniques de prise en charge, etc. Voilà l'équipe des médecins, Muriel Rébourla en Gironde, Antoine Bedu et Fabienne Mons en Limousin, Maëva Grondard en Charente-Maritime et moi-même dans les Pyrénées-Atlantiques. Et celles qui seront absolument vos interlocutrices, ce sont les infirmières puéricultrices dont vous avez les contacts ici. Donc, en conclusion, et j'en ai fini, pour les TESAF, il est indispensable de repérer systématiquement le plus tôt possible, dès l'antéconceptionnel. Ça serait de la prévention primaire, ça serait vraiment bien. Et ensuite de proposer à ces enfants un suivi gradué et des soins précoces coordonnés quand ils sont repérés. Les professionnels à votre disposition pour vous orienter, ce sont les sages-femmes territoriales du réseau quand il s'agit des femmes enceintes surtout, l'équipe Cocon pour le projet Cocon et les PCO pour les enfants qui présentent des troubles du neurodéveloppement. Et voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Ambarek, pour cette présentation très très riche et très intéressante. Donc, je vois qu'il est 45, donc on a le temps pour environ 3 questions à peu près. Alors, la première question était, quelles sont les difficultés au diagnostic du trouble du spectre de l'alcoolisation fétale? Alors, c'est une question vaste. Quelles sont les difficultés au diagnostic? Oui, Mais en fait, elles sont multiples les difficultés. Par exemple, euh, c'est facile, entre guillemets, et encore, si on se retrouve avec un enfant qui a depuis tout petit des manifestations de SAF complet, alors qu'on a repéré dès la grossesse que la maman s'alcoolisait, qu'elle s'alcoolisait avec des montants qui sont manifestement excessifs, et qu'elle n'a jamais voulu s'arrêter et qu'elle nous a dit tout ça, elle nous a parlé de toutes ses alcoolisations et son bébé a en plus tous les signes. Donc là, c'est pas très compliqué. Ce qui est compliqué, c'est quand on a un bébé qui a des signes, mais une maman qui nous dit non, j'ai pas bu une goutte. Euh, un enfant qui a peu de signes, c'est-à-dire c'est un retard de croissance. C'est une famille, on voit bien qu'il y a des difficultés, il y a des vulnérabilités, mais la maman dit non, j'ai pas bu une goutte. Euh, ou bien c'est un enfant plus grand qui n'est plus microcéphale. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais en fait,
il n'y a que des difficultés au diagnostic. C'est très, très rare que ça soit un diagnostic facile à faire. En fait, il faut y penser. La clé du truc, c'est y penser. Y penser et poser la question. Vraiment, il faut arrêter de se dire qu'on ne doit pas demander aux femmes si elles ont bu. Parce que, en fait, elles répondent très volontiers dans la mesure où non, nous, on est très tranquille dans notre question et on sait pourquoi on la pose. Voilà, je pense que là, ceux pour qui c'est le plus difficile, c'est les neuropédiatres qui reçoivent des enfants grands. Parce que face à un enfant de 18 ans qui a eu une vie ultra chaotique, qui en a fait voir à ses parents depuis qu'il est né, pour qui tout est difficile, quand il arrive en consultation et qu'on dit à la mère, est-ce que vous avez bu, ça c'est horrible. Donc ça, je ne sais pas comment ils font. Moi, je ne suis pas neuropédiatre et je ne suis pas dans cette pratique-là. Mais là, c'est extrêmement difficile. Donc, il faut être formé. Faut être formé. D'accord. J'espère que j'ai répondu. Oui, oui, hein, c'est très bien. Et alors, l'autre question, une personne posait la question, elle souhaitait savoir s'il existait des malformations digestives liées à l'alcool, sur l'intestin par exemple. En avez-vous connaissance? Eh bien, c'est une colle. Comme ça, je dirais non, mais je vais chercher. Celle qu'on voit le plus souvent, c'est celle que je vous ai citée. J'ai essayé d'être assez exhaustive justement parce que moi aussi, des fois, je me dis, tiens, est-ce que c'est en rapport? Et c'est bien d'avoir une liste, mais je ne sais pas. D'accord. Pardon, je ne sais pas. L'autre question, on parlait donc de diagnostic. Est-ce qu'en Nouvelle-Aquitaine, est-ce qu'il y a des spécialistes qui ont été étiquetés, voilà, pour ce diagnostic du TESAF ou non? Alors, en fait, le diagnostic du TSAF, c'est un diagnostic qui fait partie de la sphère des diagnostics du trouble du neurodéveloppement. Donc, les professionnels qui se- sont amenés à faire ces diagnostics et à qui il faut adresser les enfants, c'est les professionnels qui s'occupent des troubles du neurodéveloppement, et en particulier les PCO. Qui vont lancer le diagnostic et faire appel aux ressources autour d'elles pour lancer les bilans et le diagnostic. Voilà. Euh, Après, ça dépend des territoires. Nous, ici à Bayonne, on a la chance d'avoir une neuropédiatre qui connaît tout ça très, très, très bien. Donc, ben, elle reçoit plein de monde. Euh, et c'est une neuropédiatre qui travaille à la fois dans le domaine du tout petit, des ados, des plus grands. Donc, bon, voilà. Euh, la PCO, c'est les plateformes de coordination et d'orientation. Pardon. Euh, J'explique PCO. J'explique. Oui, les plateformes de coordination et d'orientation, ce sont des plateformes, comme son nom l'indique, où on peut adresser, quand on a une suspicion de trouble de neurodéveloppement, on adresse le dossier du patient. Euh, oui, il y a quelqu'un qui est en train de répondre. Donc, on adresse le dossier du patient qui est analysée. La PCO regarde si elle pense qu'effectivement il y a besoin de faire un bilan. Elle fait le bilan, elle fait un retour du bilan en réunion de concertation pluridisciplinaire et elle est un appui à l'organisation des soins. En fait, cette PCO, elle permet que l'enfant reçoive des soins le plus rapidement possible quand il a un trouble du neurodéveloppement, en activant les ressources institutionnelles et les ressources libérales de son territoire. Voilà. Et alors, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Oui, et donc, les professionnels, c'est ceux-là. C'est les professionnels qui s'occupent de troubles du neurodéveloppement. Mais moi, vraiment, je vous invite à aller demander à la coordination de Cocon et aux médecins territoriaux parce qu'on connaît nos territoires et on sait où est-ce qu'il faut orienter les enfants. Alors, on sait où est-ce qu'il faut orienter les enfants. Souvent, il n'y a pas de place. Souvent, voilà. Mais on sait aussi comment naviguer. Donc, il ne faut pas hésiter à nous demander. D'accord, très très bien. Comment soutenir et accompagner les parents durant cette période de diagnostic, de prise en charge? Alors, oh là là, mais elles sont dures vos questions. Euh, déjà, c'est le travail du professionnel. À mon avis, c'est le travail du médecin référent
d'être là pour les parents, d'être un soutien pour les parents et un endroit, une personne vers laquelle ils peuvent se retourner et retourner leurs inquiétudes. C'est aussi en fait le travail de l'équipe qui fait le bilan, parce que quand on fait un bilan, mais on prend en charge en même temps, en fait. C'est-à-dire le fait, par exemple, pour les psychomotriciennes, de commencer à faire un bilan d'un enfant qui est raide, les kinés, c'est pareil, ben, on commence à montrer des choses aux parents. Donc le fait même d'entrer dans le processus de bilan est soutenant pour les parents. Ensuite, pour les TESAF, il y a vraiment les associations et l'association Vivre avec le SAF en particulier, qui sont des ressources formidables pour les parents. Parce qu'ils sont très dynamiques. Ils ont édité un guide là qui est super où il y a plein de trucs, parce qu'ils vont rencontrer les parents, partager des expériences, leur donner des trucs, enfin, voilà. Donc voilà ma réponse. Hein. J'ai vu justement que Madame Metelski était présente, la présidente de l'association Vivre avec le SAF. Ben, heureusement que vous ne me l'avez pas dit. Mais je viens juste de le voir, c'est pour ça. Donc voilà. Heureusement que vous ne me l'aviez pas dit, j'aurais été encore plus nerveuse que... Donc voilà. Peut-être juste une dernière question sur ce risque. Y a-t-il un risque de stigmatisation pour l'enfant et les parents à poser un tel diagnostic de TSA? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense que ben, possiblement. Maintenant, tout dépend à qui on adresse le diagnostic. En fait, pour les parents et l'enfant, enfin, pour les parents et l'enfant, c'est souvent un soulagement quand ils sont grands, parce que ça met une étiquette sur quelque chose qui a été très difficile, et je pense que la responsable de Vivre avec le SAF, c'est ce qu'elle dirait. Maintenant, Euh, à la naissance, c'est compliqué parce qu'à la naissance, on est dans le risque de. Quand c'est pas un enfant qui a un SAF complet, on est dans le peut-être, dans le risque de. Et pendant la grossesse, encore pire, c'est-à-dire les femmes qui viennent dire complètement affolées, ah là là, j'ai bu pendant les 3 premiers mois de grossesse, ben, on peut pas dire qu'on n'est pas dans le risque. Donc on est dans le risque. On sait qu'elles vont avoir en leur montrant qu'ils ne sont pas seuls. Oui. Euh, euh, ben, ça va être un poids pour cette mère. On ne peut pas lui dire, oh, ben, rassurez-vous, non, non, il n'y aura pas de souci. Donc là, oui, c'est compliqué, il faut être empathique, faut y aller. Enfin, ça, c'est une question d'expérience professionnelle. Donc, non, je peux pas dire que ça n'est pas culpabilisant, mais c'est pas une raison pour pas y aller. Voilà, de la même façon que quand, je sais pas, enfin, quand on annonce une maladie grave à un patient, ben, on sait que ça va être difficile à entendre, mais c'est pas une raison pour pas y aller parce que il y a un traitement et qu'il faut qu'il le prenne. Voilà, on est dans cette annonce-là, en fait. Et là, un deuxième versant de réponse, ça serait par rapport à l'école. C'est compliqué, effectivement. Moi c'est un questionnement encore pour moi. Quand on suit des enfants, bon, moi je travaille dans un CAMS 0-3 ans, donc quand on a des enfants avec des consommations, alcool ou autres d'ailleurs, hein, et on voit bien qu'on a un décalage de développement qui s'affirme de plus en plus. Quand il y a eu de l'alcool, on se dit, ben, bon, voilà, c'est peut-être surtout l'alcool, et donc il faudrait qu'on communique à l'école des pistes pour pouvoir mieux prendre en charge cet enfant. Et j'avoue que moi, c'est une question non résolue encore. Comment je communique avec l'enfant, avec l'école, pour que cet enfant n'ait pas une étiquette jusqu'à la fin des temps dans cette école. Donc ça, j'ai pas une réponse, mais c'est une question pour moi aussi. Merci beaucoup. Ce sont aussi des questions que l'on se pose. Avez-vous un dernier, voilà, un dernier mot de fin ou... Non, je prendrais bien une dernière question. Ah ben, très bien. Alors, la dernière question, c'était alors plus vis-à-vis du projet Cocon, Oui, le lien avec la politique des 1000 premiers jours. Est-ce un levier pour développer le projet ou pas? euh, certainement. Oui.
Mais enfin, de toute façon, on est dans le même ordre d'idées d'une prise en charge précoce et de l'importance de la précocité. La politique des 1000 premiers jours en elle-même, vous voyez, on n'a pas de chevauchement de facilitation de soins ou de prise en charge financière ou d'outils proposés par les 1000 premiers jours. À ma connaissance, je ne voudrais pas répondre des bêtises, mais euh, nous, on travaille avec des échelles d'évaluation et des techniques de prise en soin par les kinés et les psychomotes, surtout, hein, puisqu'on est au tout début du projet, donc on est vraiment sur le tout petit, qui sont des choses connues des professionnels. On est dans la même idée que les 1000 premiers jours, mais les partenariats fonctionnels avec ça, non, je n'ai pas de réponse à ça. D'accord. J'en ai une petite dernière. Euh, Pourriez-vous faire un récapitulatif de comment intégrer le projet Cocon en tant que professionnel? En tant que professionnel. Alors, pour intégrer le projet Cocon, c'est pas compliqué. Il faut écrire à l'une euh, des puéricultrices référentes dont vous avez les liens dans le diaporama, euh, et, ou bien passer bien passer par le secrétariat Cocon, secrétariat cocon.rpna, enfin vous l'avez aussi dans le diaporama, ou bien passer par un de vos médecins territoriaux euh, qui peut soit vous réorienter, soit directement répondre à des questions sur ce qui se passe sur le territoire très exactement. Voilà, et donc la coordination régionale va vous envoyer les documents, va vous expliquer comment il faut faire. Et donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, même si vous ne vous sentez pas ultra spécialiste du tout petit. Il y a des formations, tout le monde va avancer ensemble. On est au tout début de quelque chose, c'est justement le moment que tout le monde se sente autorisé. Merci beaucoup. Euh, Mais je vous en prie. il nous reste environ 2 minutes. Je vais donc clôturer ce webinaire. Alors, juste avant cela, je voulais faire le lien aussi donc, avec les deux projets de la Coréade, hein, la CRAG et Tessa fait justice, où nous travaillons nous aussi donc, sur ce sujet. Et donc, on souhaite lancer une dynamique sur la région au sujet de ce parcours de soins TESAF. Et donc, nous avons créé un questionnaire de recensement pour les professionnels qui souhaitent soit prendre part à ce parcours ou souhaitant se former avant de prendre part à cela. Donc, normalement, le lien du questionnaire va apparaître, voilà, euh, dans le chat. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus. Et si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas. Donc, pour votre information, maintenant, le prochain rendez-vous de la Coréade est déjà, d'ores et déjà pris pardon, avec Sandrine Hanekar, qui est chargée de projet à l'IREPS Nouvelle-Aquitaine. Celui-ci se tiendra, si je me souviens bien, le jeudi 5 octobre 2023 sur le thème de la littératie en santé. Donc, les inscriptions sont ouvertes, donc n'hésitez pas. Et je remercie encore grandement le docteur Ambarek pour cette intervention Moi qui très, vous très remercie. intéressante.